Franck Abed, bonjour. Bonjour à vous. On vous Bonjour. reçoit dans le cadre d'un entretien. Alors, comme on pose la même question aux invités d'habitude, veuillez vous présenter. Écoutez, bonjour à tous. Merci de votre entretien que vous m'avez proposé. Donc, j'ai 39 ans, je m'appelle Franck Abed. Je réfléchis sur les questions historiques, philosophiques et politiques. J'ai écrit un certain nombre de livres. Je fais des conférences en France, à l'étranger depuis un certain temps. Je rédige des chroniques littéraires. Je publie des vidéos où j'analyse l'actualité, où je présente également des livres, des points historiques, philosophiques. J'essaye vraiment d'être dans le combat des idées depuis un certain nombre d'années. Bah, ça tombe D'accord. très bien. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir. Et du coup, dans l'ensemble, comment avez-vous été amené à penser ce que vous pensez? Quel est- En fait, c'est très simple. Depuis toujours, mon père m'a fait lire des livres d'histoire. Et donc, quand on lit des livres d'histoire, on en vient aimer l'histoire de France de manière inévitable. Et quand j'étais enfant, mes personnages préférés, c'était Auguste, Louis XIV et Napoléon. Et en 2004, avec l'avancée européiste en France, avec le traité européen, j'ai commencé à réfléchir. Et le sentiment monarchiste que j'avais intellectuel depuis toujours s'est vraiment transformé en une ferme conviction politique en se basant tout simplement sur l'analyse factuelle de l'histoire de France. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'histoire de France, il y a une grande partie qui est dévolue à la monarchie, une partie plus modeste à la République. Et en fait, ce qui est important, c'est comme le dit le Christ dans l'Évangile, parce que je suis catholique romain, le Christ nous dit il faut juger un arbre à ses fruits. Et je pense en toute honnêteté et en toute objectivité, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut constater, les fruits de la République sont quand même beaucoup moins goûtus et beaucoup moins bons que les fruits du royalisme. Après, j'ai également réfléchi aux questions philosophiques, notamment sur la transmission du pouvoir, la souveraineté, où est-ce qu'elle devait s'incarner. Et donc, après toutes ces lectures, toutes ces réflexions, j'en suis arrivé à la conviction que la monarchie, le principe royal, était vraiment par essence constitutif de la France. Si vous préférez, je ne suis pas royaliste par atavisme familial ou par nostalgie ou par romantisme. Je suis royaliste parce que politiquement, je pense que c'est le système qui convient le mieux à la France. D'accord. D'accord. Et du coup, donc vous avez dit que vous étiez royaliste. Quel type de royaliste êtes-vous? Écoutez, moi, je suis pour un royalisme classique, c'est-à-dire je suis pas du tout pour un royalisme constitutionnel ou un royalisme monarchie de type parlementaire. Je pense que dans l'ancienne France, jusqu'à la Révolution, il y a eu beaucoup de choses qui ont fonctionné. Moi, je suis pour un royalisme, on va dire, classique. Je pense qu'il faut éviter toute volonté trop dictatoriale ou au contraire trop populiste. C'est-à-dire que je me rapproche très fortement du courant qu'on peut appeler légitimiste. Je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est vraiment importante, étant donné que la droite, au sens large du terme, terme sur lequel, à mon avis, il y a des équivoques, mais la droite, elle est traversée par différents courants politiques, intellectuels, philosophiques, et depuis l'aube de l'humanité, on s'aperçoit que les questions les plus importantes sont toujours des questions doctrinales. Or, aujourd'hui, la chose qui est paradoxale, c'est la doctrine royaliste qui est à la fois la plus légitime, la plus ancienne, celle qui a donné naissance à notre pays, qui l'a accompagné au point de faire de la France la reine des nations, cette doctrine royaliste, elle est également la plus méconnue et en même temps la plus décriée. Alors c'est quelque chose de paradoxal dans un pays qui a connu la monarchie de 496 à 1792 ou 93. Donc aujourd'hui, pour moi, la question, elle n'est pas de savoir si un tel est gentil, si un tel euh, est agréable en privé, s'il a une belle cravate, s'il a un beau costume. Quand on parle avec quelqu'un de politique, la seule question à se poser, c'est est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? Ce qu'il dit, est-ce que ça sert la vérité ou est-ce que ça sert le mal? Et quand je réfléchis sur toutes ces questions politiques, je m'aperçois malheureusement que dans le camp français ou dans la droite au sens large du terme, on se trompe depuis quand même pas mal d'années. Donc en fait, mon royalisme est somme toute classique. Après, la question aujourd'hui, c'est plutôt de faire en sorte de réfléchir à la problématique suivante, comment faire en sorte que les gens retrouvent en fait à la fois cet amour pour leur pays, cet amour de la religion catholique et comment faire pour qu'ils redeviennent royalistes. Aujourd'hui, le milieu politique français, et notamment, on va dire, le milieu de droite, est vraiment trop divisé. Et là encore, j'en reviens au Christ,
toute maison divisée par elle-même ne peut se stabiliser. Donc, avant de vouloir prétendre conquérir la France, je pense qu'il est important qu'on fasse l'unanimité sur le plan intellectuel et doctrinal dans notre famille politique. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et au niveau toujours de la monarchie, vous êtes plus favorable à une monarchie qui serait élective ou héréditaire, voilà. Non, comme je viens de le dire, alors c'était pas assez clair, mais voilà, non, monarchie totalement héréditaire. Je pense que la monarchie élective correspond très bien à certains systèmes ou à certains pays, ou par exemple comme pour la monarchie papale, pour le Vatican. Mais je pense que la primogéniture masculine, ça évite beaucoup de questions et ça évite beaucoup de débats. Le problème aujourd'hui dans les milieux de droite, c'est qu'ils sont tous, enfin beaucoup sont soit républicains, soit démocrates, ou alors nationalistes, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, en admettant qu'ils arrivent à mettre leur poulain ou leur favori à la tête du pays, se posera inévitablement la question de la succession. Or, on le sait depuis l'Antiquité, qui dit élection à un petit niveau ou à un niveau supérieur à l'échelle d'une province ou d'un pays, qui dit élection dit forcément démagogie, mensonge, corruption et voire guerre civile. Donc la primogéniture masculine, ça évite bien des tracas. Si je suis royaliste aussi pour cette raison, c'est que la première place de l'État, elle n'est pas soumise à la compétition. La monarchie ne favorise pas les concupiscences humaines. Dans la démocratie ou la République ou dans les régimes entre guillemets durs ou dictatoriaux qu'on a pu en connaître en Europe dans le XXe siècle, on fait croire à tout le monde que la première place est atteignable. Je pense que c'est quelque chose de très dangereux. Et encore une fois, il est important de voir les choses à tous les plans, c'est-à-dire court terme, moyen terme, long terme. Et seule la monarchie, de par son institution, de par la nature intrinsèque de sa forme constitutive, permet d'éviter tous ces écueils. Il est vraiment important, lorsqu'on réfléchit à toutes ces questions, de voir beaucoup plus loin que le bout de son nez. Et le problème est le suivant, c'est que on voit bien, pour parler de certains grands partis politiques qui avaient un successeur à leur tête, à chaque fois qu'il y a le problème de l'élection, se pose en fait la question d'une guerre fratricide. Et en fait, cette guerre fratricide, cette guerre civile, nous la vivons en France tous les 5 ans maintenant. C'est-à-dire que le pays est constamment divisé entre une vraie gauche et une espèce de fausse droite. Et la monarchie nous ferait l'économie de cette guerre civile. La monarchie nous ferait justement l'économie de toutes ces discussions de succession qui sont inévitables et malheureusement incessantes. Quand vous prenez un président de la République, lorsqu'il est élu, la première année, il découvre le pouvoir. La deuxième ou troisième année, il essaye d'agir tant bien que mal, avec toutes les difficultés inhérentes à sa position. Et la quatrième et cinquième année, il commence déjà à réfléchir à son élection. On ne peut pas diriger un pays en étant constamment soumis à la pression populaire ou aux partis de l'étranger ou aux grands manias de la finance ou de la communication et du monde des médias au sens large du terme. Le roi n'a pas besoin d'être populaire pour se faire élire parce qu'il est roi. Or, aujourd'hui, dans notre pays, quelle que soit notre couleur politique, qu'on soit de gauche, de droite, républicain, démocrate, communiste, fasciste, royaliste ou autre, on sait très bien qu'il y a des décisions très fortes à prendre et également des décisions qui peuvent être impopulaires. Or, un président ne prendra pas ces décisions impopulaires pour la simple et bonne raison qu'il va avoir peur de perdre son assiette électorale. Or, comme le roi n'est pas soumis ni à la compétition, ni au jugement populaire ou des médias, il sera plus à même de prendre des décisions qui parfois peuvent faire mal, qui parfois peuvent être difficiles à prendre, mais c'est aussi important dans le cadre d'une gestion saine d'un pays de parfois aller à l'encontre de la volonté court-termiste du peuple, parce que le chef de l'État, et ici c'est le roi, a une vision à moyen ou long terme. Un exemple très rapide, on sait très bien que pour les retraites, il va y avoir des choix à faire radicaux. Aucun président depuis 30 ans ne prend les décisions pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien que toutes ces décisions qu'il va mettre en place, qu'il va faire voter, feront de lui quelqu'un d'impopulaire et donc il risque d'avoir des manifestations et on en passe, j'en passe et des meilleurs. Donc la question vraiment de la transmission du pouvoir, la transmission donc du pouvoir et également la question de la légitimité et de la dimension du temps. C'est aujourd'hui quelque chose qui manque vraiment à la politique. On le voit aujourd'hui avec le phénomène des réseaux sociaux, notamment avec l'ancien président américain
qui passaient énormément de temps sur un réseau social. Aujourd'hui, on est dans la politique de l'immédiateté, on est dans la politique du consumérisme. On consomme, on achète, on jette, on achète, on achète. Quand quelque chose ne marche pas, au lieu d'essayer de le réparer, eh ben, on achète encore et encore. Et en fait, ce processus de consommation, de consumérisme se retrouve également dans le cadre de l'action politique, où en fait, il faut aller vite, il faut faire des messages de 30 lignes, enfin de 30 lignes, de 30 mots, pardon, ou 120 mots, je sais pas, sur Twitter pour que ça rentre dans le schéma prévu par l'opérateur du réseau social. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté votre entretien, parce que j'ai regardé les entretiens que vous avez déjà réalisés avec différentes personnes, et dans l'ensemble, c'était plutôt des entretiens de très bonne qualité, vraiment. Merci. Et vous avez pris l'optique d'être sur une dimension de temps long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, lorsqu'on fait des vidéos ou lorsqu'on fait des conférences, très souvent, les gens nous disent oui, mais il ne faut pas que ça soit trop long. Alors, bien évidemment, il ne faut pas tomber comme certains communistes dans des conférences ou des prises de parole publiques qui vont durer 3 heures, 5 heures. Mais entre 3 heures et 5 heures et l'immédiateté d'un message de 2-3 minutes, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les questions fondamentales, malheureusement, ne sont pas abordées de front par la classe politique pour les raisons que j'ai dites, essentiellement pour des raisons électorales, et puis aussi, il faut le dire, par manque de courage et de volonté politique et d'ambition politique pour notre pays. Et alors, juste, par conséquent, qui serait aujourd'hui légitime pour accéder au trône de France? Alors, c'est une question importante. C'est une question en même temps cruelle et cruciale. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des divisions dans la famille royaliste, ou même d'une manière générale dans la famille monarchiste. Ce que les gens ont très souvent du mal à comprendre dans les milieux de gauche ou même dans les milieux dits de droite, c'est qu'en tant que royaliste, on ne se bat pas pour une personne en tant que telle, on se bat pour un principe. Le regretté comte de Chambord disait très justement « Ma personne n'est rien, mon principe est tout ». Le combat que j'ai décidé de mener depuis plusieurs années est un combat pour faire connaître, faire aimer, faire découvrir, faire respecter le principe monarchiste. Donc ma question, la question à laquelle je réponds qui est votre question qui était quel candidat ou quel prétendant ou quel héritier, tout dépend du vocabulaire, parce que prétendant, c'est plutôt un vocabulaire, on va dire, orléaniste, héritier, c'est plutôt un vocabulaire légitimiste. Je ne me prononcerai pas sur cette question pour une simple raison non pas de manque de compétences, mais je pense que la question, elle est encore un peu tôt. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des Français, ou du moins des acteurs politiques, qu'ils soient militants, journalistes, propagandistes, polémistes, écrivains, intellectuels, soient convaincus du principe monarchiste et de la volonté qu'on doit tous avoir de travailler à cet idéal. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est un peu le travers de la modernité, c'est un peu le travers de la démocratie et de la République, c'est que très souvent, la politique est considérée comme une affaire personnelle, d'où les haines tenaces, d'où les rancunes dans les milieux dits de droite ou de la droite non officielle ou de la droite hors les murs, des haines tenaces qui durent depuis des années, parce que tous ces gens-là font de la politique une affaire personnelle. Or, la politique n'est pas une affaire personnelle. Combattre pour la France est quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes simplement les maillons d'une chaîne, il faut en avoir conscience. Donc, pour répondre à votre question de manière très précise, je pense qu'il faut vraiment se battre pour le principe royaliste. Et à titre personnel, je suis plutôt partisan de ce que j'appelle le régentialisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mènent le combat politique. Et avant de régler la question des princes, je pense qu'il faut régler vraiment la question doctrinale et politique. Et quand on voit l'état intellectuel et politique de notre famille de pensée au sens large du terme, ou même des milieux de droite, ou même de la France en général, nous avons encore du travail avant de remettre un roi à Versailles ou un roi qui sera sacré à la cathédrale de Reims. Le combat en tout cas c'est comme ça que je vois la chose, doit être un combat pour le principe avant tout. Les bonapartistes au siècle dernier disaient, alors je ne suis pas bonapartiste, hein, mais je trouve que la phrase elle est très intéressante, ils disaient les principes avant les princes. Bon, ben, je pense qu'aujourd'hui, la chose, elle est entendue pour moi. Mon principe, ma personne n'est rien, mon principe est tout. C'est vraiment sur le principe qu'il faut se battre.
On sait aussi que il y a eu, on connaît tous le gaullisme, mais on sait que Charles de Gaulle est issu d'une famille qui a eu des racines évidemment chrétiennes, catholiques et monarchistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une forme justement de monarchie républicaine avec de Gaulle? Et sachant aussi que ce dernier a tenté en partie de rétablir la monarchie, est-ce que si Charles de Gaulle n'a pas réussi à le faire, est-ce que nous, au XXIe siècle, on serait capable aussi de le faire? Alors, c'est une très très bonne question, mais en fait, cette question, elle appelle plusieurs remarques avant de répondre à la question. En fait, Charles de Gaulle, comme vous l'avez bien dit, était à la fois d'une famille de tradition chrétienne et une famille de tradition maurassienne. Donc, à titre personnel, je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas du tout maurassien et je ne suis pas du tout orléaniste. Après, on sait très bien que la constitution de la Ve République, telle qu'elle était prévue au départ, c'était quasiment un roi républicain. Alors, depuis le temps, il y a eu plein de révisions à la Constitution, ce qui fait que la Constitution gaulienne ou gaulliste a complètement été dénaturée. Donc ça, c'est un sujet qui est clos. Mais en tout cas, initialement, oui, bien évidemment, la Constitution de la Ve République donnait un fort pouvoir au roi. D'ailleurs, un fort pouvoir au président, pardon. D'ailleurs, quand on voit la Constitution de la Ve République, d'un point de vue institutionnel, le président de la République avait plus de pouvoir que le roi de France. Ensuite, on sait également qu'il y a eu des discussions avec le comte de Paris. Alors, est-ce que ces discussions, elles étaient attendez, excusez-moi, juste je coupe. Voilà. Est-ce que ces discussions, elles étaient purement informelles ou vraiment politiques? C'est difficile d'en juger avec le recul des événements. En tout cas, la seule chose qu'on peut regarder et qu'on peut noter, c'est que ce projet réel ou supposé, comme vous l'avez très bien dit, monsieur, n'a pas abouti. C'est-à-dire que Charles de Gaulle n'a pas remis une royauté en place. Après, pour la dernière partie de votre propos, je ne sais pas donc si de Gaulle a voulu remettre en place une monarchie, mais la question pour moi est plutôt la suivante. Est-ce que parce que les anciens ont échoué à faire quelque chose, est-ce que nous sommes condamnés à également échouer? Je ne le pense pas. Par le passé, que ce soit par exemple les monarchistes au temps de la Révolution ou entre le Deuxième Empire et la Troisième République, les monarchistes ont essayé de combattre soit par la guerre, soit par les urnes, ils ont échoué. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ont échoué que nous sommes amenés à également échouer. L'enseignement que je tire de tout cela, et il est propre vraiment au milieu monarchiste, au milieu de droite au sens large du terme, c'est que se tromper, ce n'est pas grave. C'est comme un enfant qui tombe, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il se redresse. Or, ce que je constate malheureusement depuis 2004, c'est-à-dire ma première année d'engagement politique, c'est que les milieux monarchistes et de droite au sens large du terme sont incapables non pas de faire une mise à jour, mais tout simplement de se remettre en question et de tirer des leçons du passé. Comme disait saint Augustin, l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Or, on s'aperçoit que depuis des années, depuis au moins 20, 30 ou 40 ans, les milieux de droite continuent avec les mêmes erreurs. Donc, pour répondre à votre question, il est certain, et ça je peux l'écrire, le dire, il est certain qu'on ne rétablira pas la monarchie à court ou moyen ou même long terme si on continue à agir politiquement comme les personnes ont agi depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. En tout cas, pour moi, le motif d'espoir qui est le suivant, c'est que contrairement à De Gaulle, qui bénéficiait quand même plutôt d'une bonne image dans le grand public, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que ce soit l'ancien président ou l'actuel président de la République, ils sont quand même vraiment décrédibilisés. Et donc, plus ça va aller, plus les gens vont se poser des questions. Et en fait, plus les gens vont se poser des questions, plus ils en arriveront à remettre en cause la République. Et c'est à nous, justement, d'avoir les outils, médias, journaux, cercles de formation, cercles d'études, librairies, abonnement à des journaux, etc., pour pouvoir justement accompagner ces Français qui se posent des questions. Vraiment, aujourd'hui, pour moi, le gros avantage, il est vraiment là. C'est que le chef de l'État, contrairement au général de Gaulle, même si le général de Gaulle ne faisait pas l'unanimité, mais dans l'ensemble, il était quand même plutôt bien vu. On le voit bien encore aujourd'hui, que ça soit de la gauche à la droite, tout le monde se revendique de l'héritage de gaulliste. Par contre, dans 10 ou 15 ans,
je pense que personne ne se revendiquera de l'héritage de François Hollande, ou d'Emmanuel Macron. Donc en fait, pour répondre à votre question, vraiment, la source d'espoir, voilà, qui nous doit nous animer, c'est qu'aujourd'hui, il existe encore des royalistes. Alors oui, on est minoritaire, oui, le milieu est divisé, mais en même temps, la République, elle arrive à une fin de cycle. Alors après, on sait très bien, vous êtes des professionnels de l'histoire, tout comme moi, on sait très bien que lorsqu'il y a un fin de cycle, c'est comme quand on freine dans une voiture. La voiture, on freine, mais la voiture, elle ne s'arrête pas tout de suite. Donc cette fin de cycle, ça ne veut pas dire que ça va se terminer en 2022 ou 2030 ou 2040. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent dans mes conférences quand j'ai la chance de discuter sur la royauté avec différentes personnes, notamment lors de cadres de causeries publiques ou privées, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, on n'a pas affaire à des républicains ultra convaincus. La majorité des personnes qu'on a en face de nous est plutôt républicaine ou démocrate par habitude. On n'a pas en face de nous des Marat ou des Robespierre ou des Danton. Tout ça, c'est fini cette époque. Oui, il existe encore des vrais républicains, mais la majorité du personnel politique et même la majorité des Français est très très loin d'être républicain ou démocrate. Donc, ce n'est pas parce que De Gaulle, je ne sais pas s'il a voulu le faire, en tout cas ce qui est certain, ce n'est pas parce que les anciens ont échoué à faire quelque chose que nous, on peut également échouer. Il est vraiment important de tirer les leçons du passé. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance d'être professeur d'histoire, et il y a une phrase d'un historien que j'aime beaucoup, c'est la suivante, il dit « L'histoire nous apprend une seule leçon, c'est que les leçons de l'histoire ne sont jamais retenues. » Aujourd'hui, j'aimerais que le camp français, que le camp royaliste, que le camp de droite, tous ceux qui aiment le pays réellement, apprennent de nos erreurs et également tirent des vraies leçons de l'histoire. Parce que pour moi, le problème est le suivant. Aujourd'hui, pourquoi on a affaire de mon point de vue, pourquoi on a affaire à autant de gens qui se trompent? Tout vient pour moi, enfin, alors il y a plusieurs choses, hein. Il y a la formation historique, doctrinale, le parcours des uns et des autres, mais très souvent, ce qui compte, c'est l'analyse historique. Or, ce que je constate quand je parle avec les uns et les autres, c'est que comme ils tirent des mauvaises analyses du passé, de ces analyses du passé, ils bâtissent un corpus historique ou doctrinal ou philosophique ou politique. Mais comme la base du propos est mauvaise ou déficiente ou insuffisante, forcément les conclusions ne peuvent être que mauvaises. Donc c'est pour ça que l'histoire est également une matière vraiment très très importante, et c'est pour ça que je fais des chroniques vidéo, des chroniques littéraires, pour donner envie aux gens de lire, parce que c'est fondamental de lire, mais surtout de comprendre l'histoire. Quand on parle parfois avec des individus, quand on voit la lecture historique qu'ils ont de certains événements de l'histoire de France ou de l'histoire européenne ou même mondiale, après il ne faut pas s'étonner des erreurs politiques qui sont commises. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'un roi changerait foncièrement en fait à l'état du pays aujourd'hui? En fait, ce qu'un roi changerait foncièrement à l'état du pays, au-delà du symbole d'unité qu'il peut incarner et représenter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la stabilité. Et également la conscience de travailler à quelque chose qui le dépasse. Le républicain et le démocrate, ou même le nationaliste, au sens large du terme, n'ont qu'une vision à court terme. La personne qui est assise à l'Élysée, elle se croit digne de Louis XIV, alors qu'il n'en est rien. Le roi de France, si demain nous avions un roi, au-delà de ce symbole d'unité et de force, il aurait justement cette capacité à justement ne pas être le roi d'une partie des Français. Vous savez, comme moi, lorsqu'il y a l'élection présidentielle, à 19h59, il y a un candidat souvent de gauche et un candidat souvent de droite, et à 20h, il est le président de tous les Français. On sait très bien que c'est faux, on sait très bien que c'est une mascarade. Si demain nous avions un roi, au-delà, comme je vous l'ai dit, de cette question d'unité, de stabilité, de transmission, il serait le roi de tous les Français. Il pourrait imposer la concorde civile. Alors ça ne veut pas dire qu'il ferait que les bons choix, ça ne veut pas dire qu'il serait parfait, mais en tout cas, il y aurait ce symbole très fort qui consiste à dire le chef de l'État est là, il a une vision à long terme, il est pérenne et personne ne peut lui prendre sa place. Le fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016 ou 2017, lors de la campagne présidentielle ou à la veille de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, encore lui, avait dit
il y a une place qui est manquante dans le jeu politique français, c'est le roi. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où le roi de France, qui est absolu, c'est-à-dire absolu au sens de sans lien, c'est-à-dire sans lien avec la finance, sans lien avec les groupes médiatiques, sans lien avec des forces du parti étranger ou avec d'autres forces, peu importe, à partir du moment où on a conscience que le chef de l'État n'est pas soumis à tous ses intérêts divers, contradictoires et souvent hostiles à la France, il pourra mener justement cette politique dans le but du bien commun. C'est ça que changera en fait le roi. C'est qu'en fait, il ne faut pas non plus voir le roi, c'est un peu le défaut qu'ont les milieux royalistes, c'est de croire que le roi est un espèce de totem et qu'il suffirait de le remettre en place pour que tout marche. Si aujourd'hui vous mettez un roi à la tête de la France, ça ne pourrait pas fonctionner pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de personnel politique, il n'y a pas de personnel administratif, intellectuel. Mais si demain il y a un mouvement populaire ou en tout cas quelque chose qui permet l'avènement et le retour du roi, ça voudrait dire que le roi a une certaine assise politique et sociale. Et à partir du moment où justement les gens comprendront que le roi, il est là pour travailler dans le but commun et non pas pour des intérêts personnels, ça va changer du tout au tout. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'en politique se pose le problème de la confiance. Et on sait très bien que ça soit, peu importe la couleur politique, mais pour les grandes formations politiques, on sait pertinemment qu'en définitive, ces gens-là travaillent pour leur petite coterie, pour leur petite famille. Le roi de France, lui, aura une vision beaucoup plus large. Il n'a pas la vocation à plaire à telle ou telle personne. Son objectif sera de travailler pour la prospérité française, pour le bonheur français. Mais il pourra le faire à partir du moment où il est conscient de sa mission, de son rôle, mais surtout parce que d'un point de vue institutionnel, il sera complètement indépendant de toutes les forces aujourd'hui qui travaillent à la destruction de la France. Il n'y a pas un banquier ou un président d'une multinationale ou un président d'une grande chaîne de télé qui peut dire au roi, je vais te mettre la pression sur telle loi que tu veux voter parce que si je sors le dossier, tu risques d'être en difficulté. Alors oui, le roi peut être en difficulté sur certaines choses, mais il ne pourra jamais être en difficulté sur son essence même, à savoir la première place. Parce que la première place, elle n'est pas soumise à la compétition. Je sais que dans les milieux de droite, il y a beaucoup de nostalgie, voire même de la fascination pour des chefs d'État étrangers du XXe siècle, notamment allemands ou italiens, voire même espagnols et portugais. Mais la question est la suivante. Alors, on ne va pas faire du chrony parce que j'aime pas ça, mais admettons que ces gens-là, ils soient arrivés à la fin de leur vie. On sait très bien que dans tous les cas, il y aurait eu des divisions pour la transmission du pouvoir. On le sait déjà du vivant de ces personnes, il y avait différentes coteries qui se battaient pour avoir la prééminence. C'est en cela justement que le projet démocrate et républicain ou le projet souverainiste ou sans roi ou le projet nationaliste a une limite, c'est parce qu'il ne répond pas fondamentalement à la question de la succession du pouvoir et à la transmission. On peut réfléchir pendant des années, mais on s'aperçoit que quand vous prenez l'Empire romain par exemple, grosso modo, à partir d'Auguste, un empereur sur deux ne va pas mourir de mort naturelle. C'est quand même c'est un chiffre qui est très haut. Donc, assassinat, guerre, etc. Pourtant, la monarchie impériale romaine va quand même être stable dans le temps pendant plusieurs siècles. Pourquoi? C'est grâce à la force de l'institution. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre par rapport à la royauté. Aujourd'hui, c'est vrai que certains sont très forts pour bâtir des programmes politiques sur le coin de leur bureau en disant si demain je suis au pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que le roi, au-delà de l'image d'union, d'unité, il aura justement ce côté absolu sans lien. C'est ce qui sera sa plus grande force. Aujourd'hui, trop de gens en politique et même dans les milieux de droite sont tenus par des intérêts contraires à ceux qu'ils pensent vraiment. D'accord. J'ai vu hier que vous avez sorti une vidéo qui traitait de Marc Aurèle et vous venez de faire écho à l'Empire romain, enfin, à Rome dans son ensemble. On connaît la triste fin qu'ont eu certains grands personnages romains comme par exemple César, comme Marc Aurèle, et on connaît aussi Néron. Et par conséquent, on voit bien que parfois, certains personnages de l'Empire, des empereurs, ont eu une triste fin du fait de leur descendance.
Et parfois même, on s'est retrouvé avec à la tête de l'Empire romain des personnages qui étaient frappés d'une certaine folie. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi dans la monarchie que, au final, de par qu'on ait des problèmes avec les descendants, puisque parfois il y a ils tuent leur ascendant, leurs aïeux, et aussi que faire si on se retrouve avec une personne qui est frappée de folie, comme par exemple Néron. En fait, c'est une très bonne question. En fait, quand on voit l'histoire de France, alors de Clovis jusqu'à Louis XVI, et même en incluant Louis XVIII ou Charles X, on s'aperçoit en fait que très souvent, il y a, sur 1300, 1400 ans d'histoire, on s'aperçoit que des problèmes de succession, alors bien évidemment, sur un temps très long, il y a eu des problèmes, mais il n'y en a pas eu, premièrement, il n'y en a pas eu autant que ça. Deuxièmement, ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on dit monarchiste, c'est qu'on est monarchiste dans le sens que le pouvoir repose sur une seule personne. Mais cette personne, en définitive, elle n'a pas, comme veulent nous le faire croire, une mauvaise école, on va dire, de penser. Le roi n'est pas un dictateur. Le roi n'est pas un tyran. C'est vraiment quelque chose à comprendre. Pour répondre à votre question, je m'avais un petit peu parlé avant. Ce qui est vraiment important, c'est la force de l'institution. Je vous prends un exemple très concret. C'est vrai que lorsqu'on est royaliste, on sort souvent, lorsqu'on a affaire à des gens qui ne sont pas royalistes ou qui veulent découvrir le royalisme, très souvent les gens nous parlent de l'exemple de Charles VI, du roi fou. Alors oui, il était malade, ça arrive, malheureusement pour lui, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que nonobstant le fait que le roi était fou, qu'il ait déshérité son fils, c'est quand même paradoxal que le règne d'après, on arrive à bouter les Anglais hors de France. Tout ça pour dire quoi? C'est que oui, on est royaliste pour le fait que le pouvoir ne soit pas divisé, c'est-à-dire qu'on est contre l'école de Montesquieu qui est pour une division des pouvoirs législatifs, judiciaires, etc. Voilà, exécutifs, etc. Mais en tout cas, on est aussi pour ce côté institutionnel. C'est-à-dire que oui, il peut arriver que le roi soit défaillant, mais autour de lui, il a des conseillers, et autour de lui, il a justement une institution qui le protège des dérives populistes ou populaires ou dictatoriales des uns et des autres. Quand on prend l'histoire de France, alors pour la monarchie impériale romaine, c'est un peu différent, mais quand on prend l'histoire de France, et encore une fois, alors vous êtes français, je suis français, mais il n'est pas question de tomber dans la gloriole et dans le romantisme, mais de manière objective, la France, elle aurait pu disparaître plusieurs fois. Ce qui a permis justement que la France ne disparaisse pas, c'est que bien sûr, il y avait des Français qui ont toujours été là pour se battre pour la France et notamment pour le roi de France, mais c'est qu'encore une fois, l'institution royale permet justement de résister à toutes les difficultés que l'histoire peut nous faire vivre, comme la folie d'un roi, ou d'avoir un roi qui est malade, ou d'avoir qui est un roi faible. Donc, pour répondre à votre question, j'en appellerai encore une fois à l'histoire. Quand on voit la monarchie française de Clovis jusqu'à Louis XVI ou même Charles X, on s'aperçoit que réellement, la monarchie est quand même stable. Alors après, si demain on a un roi de France et que si demain celui-ci devient défaillant, par exemple qu'il soit frappé de démence mentale, hein, ça peut malheureusement arriver, bah, il y aura soit un conseil de régence, soit il y aura un régent. Il ne faut pas voir la monarchie comme quelque chose où le roi gère tout, il sait tout. Non, non. La monarchie, c'est que le pouvoir est concentré en une seule personne, mais en définitive, autour de cette personne, il y a des conseillers, il y a un gouvernement, il peut y avoir des régents, enfin, il peut y avoir un régent, pardon, ou une régente. Il ne faut vraiment pas voir cette vision un peu caricaturale, je sais que ce n'est pas votre cas, il ne faut pas avoir cette vision caricaturale que certains peuvent avoir de la monarchie. Donc, il est vraiment important de comprendre que l'institution royaliste nous préserve vraiment des guerres civiles. Alors bien évidemment, dans le royaume de France, il y a eu parfois des problèmes de succession, mais encore une fois, on n'est pas responsable du fait que certains ne respectent pas les règles. Ce qui est important de comprendre, c'est que la monarchie, de manière intrinsèque, elle ne favorise pas la division et la trahison. Euh, Par exemple, il y a un roi, peu importe lequel, il a un héritier qui est en bas âge. Ce n'est pas nous, royalistes, notre faute si des gens de l'époque contestent le droit de cet héritier. Il faut encore une fois remettre les choses à leur place. La différence, elle est encore une fois au niveau de l'institution. Il y a une institution qui permet une pérennité,
il y a une institution qui évite la guerre civile, il y a une institution qui permet le transfert du pouvoir ou la transmission de manière saine, et il y a des systèmes où il y a soit une équivoque, soit une ambiguïté. Et c'est sur ce côté intrinsèque qu'il faut comparer les choses. Encore une fois, moi, je ne suis pas responsable si tel dauphin a été mis en minorité par des grands personnages du royaume. Je vous dis, la question est la suivante. Quel système évacue ces questions? Quel système répond réellement à ces questions? Et donc, la monarchie répond à cette question. Et même quand vous parlez de Néron, alors oui, Néron est un roi très particulier, enfin, est un empereur très particulier. Après, aujourd'hui, l'historiographie récente est en train un peu de réviser cette image, mais peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où Néron décède, la succession de l'Empire, enfin, l'Empire n'est pas à feu et à sang après Néron, parce qu'il y a une institution impériale qui est quand même solide sur l'ensemble du territoire romain. C'est ça qui est quand même pour moi fondamental. C'est-à-dire que oui, parfois la tête de la pyramide, elle peut être en difficulté, elle peut être mauvaise, mais ce qui est important, c'est que tout le reste de la pyramide reste stable. Et c'est à chaque fois ce qui s'est passé quasiment, que ce soit dans l'Empire romain ou la royauté française. Alors, est-ce que avoir un roi sauve actuellement les États qui en ont, notamment en Europe occidentale? Bah, en fait, aujourd'hui, le vrai problème des monarchies européennes ou même à l'étranger, en tout cas pour l'Europe, c'est que toutes les monarchies en Europe, elles ne bénéficient pas du pouvoir institutionnel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des monarchies d'opérette. Ils sont là pour déposer des chrysanthèmes pour l'inauguration d'un gymnase, la maison de retraite des militaires ou que sais-je. Donc, non, non, nous, en tout cas, le projet que je porte avec d'autres personnes, c'est on veut un roi qui ait réellement le pouvoir. Mais là aussi, vous voyez, quand les gens nous disent l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, la Norvège, la Suède, etc., sont traversés par les mêmes forces et les mêmes courants migratoires, par exemple, ah oui, mais d'accord, peut-être, mais ce n'est pas à cause de la royauté. Justement, la royauté n'a pas le pouvoir. En Angleterre, celui qui dirige, c'est un Premier ministre, et c'est pareil dans quasiment toutes les monarchies européennes. Donc là, en fait, c'est vrai qu'il y a ce faux procès qui nous est fait, mais après, il est quand même plutôt facile d'y répondre en disant que les monarchies qui nous intéressent sont des monarchies où le roi a un réel pouvoir institutionnel. Si c'est à l'image de la reine d'Angleterre qui représente simplement l'unité de la nation et qu'une fois tous les 10 ans, il y a un mariage, un baptême, une naissance et que les Anglais vont dans la rue et ils applaudissent, la royauté, non, c'est pas ça. Il faut vraiment voir la royauté comme un pouvoir institutionnel fort et pérenne. Quand je parle de la royauté à des Français ou même à des étrangers, lorsqu'on discute, très souvent, les gens vous disent que la royauté, c'est le libertinage, c'est les hommes à talons, c'est les perruques, c'est Versailles, etc. Alors ça, c'est une vision qui est complètement fantasmée et dénaturée de la royauté. Non, non, nous, royalistes, on se bat vraiment pour l'émergence d'un État royal qui aurait totalement le pouvoir institutionnel, et c'est-à-dire qui s'occuperait des domaines régaliens. Aujourd'hui, un des autres problèmes de la République, ça c'est une petite parenthèse, un des problèmes de la République, c'est que la République aujourd'hui, elle veut s'occuper de tout. Et elle devient obèse. Et en fait, la République, en s'occupant de tout, elle s'occupe de tout très mal. Et sur les fonctions régaliennes où on l'attend, justice, sécurité, etc., elle est de plus en plus déficiente. La royauté de demain, ça ne sera pas un État tentaculaire, ça sera justement un roi qui s'occupera de son domaine de compétences. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des ministères de l'agriculture, du numérique, etc., enfin, c'est complètement délirant. Un chef d'État doit s'occuper de ce qui ressort de l'État et laisser le reste libre. Voilà. Mais pour en venir à votre question, le problème des monarchies aujourd'hui en Europe, c'est que c'est des monarchies d'opérette. D'accord. Et vous avez fait un peu écho à Versailles, je pense au règne de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une forme déjà de, de, de décadence? C'est un mot qu'on aime beaucoup à droite en ce moment. Pour changer, je vais l'utiliser. Déjà dans ces monarchies-là. Enfin, pas dans ces monarchies, dans ces monarques-là plutôt. Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on étudie l'histoire sereinement, ce qui est assez frappant et en même temps étonnant, c'est que
lorsque vous prenez des ouvrages de l'Antiquité ou du Moyen-Âge ou de la Renaissance, chaque génération qui écrit, qui réfléchit, qui pense, dit la génération d'avant, c'était mieux. Il y a toujours cette volonté intellectuelle ou cette volonté philosophique, historique, de considérer qu'avant, c'était mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la monarchie française, on s'aperçoit qu'avec le règne de Louis XIV, on atteint à la fois un summum et en même temps, il y avait déjà les germes de je ne vais pas dire de la révolution, mais en tout cas que l'édifice social, monarchique de la royauté était déjà en train de se fissurer. À partir du moment, mais encore une fois, il faut se repasser dans le contexte, un roi enfant, la fronde, enfin, on ne va pas faire un cours d'histoire maintenant, mais à partir du moment, c'est vrai, où le roi demande à toute la noblesse de venir à Versailles, une bonne partie d'un noble, enfin une bonne partie en tout cas, une quantité importante de nobles réagissent à cet appel parce qu'il faut être vu du roi pour avoir tel commandement, tel poste, etc. C'est vrai qu'à la Révolution, plein de nobles vont être coupés de leur peuple, enfin du peuple, pardon, en tout cas dans leur domaine respectif, parce qu'ils seront à Versailles. Après, pardon, après, il est clair que Louis XIV a commis des erreurs, pas celles qu'on croit en général, peu importe, mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé à l'époque de Louis XIV, notamment l'illustre Vauban, d'un impôt de la dîme royale. C'est-à-dire que déjà sous Louis XIV, il y avait des intellectuels de premier plan, et Vauban, c'est pas quelqu'un du IIIe siècle, hein. C'est un chef d'armée qui combat pour le roi. C'est-à-dire que dans l'entourage du roi, il y avait déjà des gens qui commençaient à réfléchir en comprenant que le système à long terme, il était peut-être pas condamné, mais en tout cas, il y avait forcément besoin d'une réforme. Et c'est vrai que cette société de privilèges au sens de loi privée, il y avait réellement des choses à faire. Après, le terme de décadence est vraiment un grand mot parce qu'on trouvera toujours à chaque époque des gens décadents et des gens vertueux. Quand vous voyez les soldats de Louis XIV ou les maréchaux, les généraux qui se battent aux quatre coins de l'Europe pour défendre la royauté et défendre les prérogatives de Louis XIV ou l'intérêt de son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, futur Philippe V d'Espagne. Bah, franchement, quand on voit le courage et l'énergie qu'ont déployé ces hommes pour défendre la royauté, oui, excusez-moi, je pense que dans tous ceux qui critiquent cette époque et d'une manière générale qui critiquent la royauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu mettre leur peau au bout de leurs idées, comme l'ont fait les maréchaux et les généraux et les soldats de Louis XIV. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a des actes de Louis XIV et même de Louis XV qui ont diversement été appréciés par la population. Problème avec les mœurs, par exemple, le roi qui a des maîtresses, le roi qui… oui, par exemple, oui, le roi des maîtresses, quand Louis XIV va en carrosse et que dedans, il y a sa maîtresse, la reine, etc. Et on dit, bah oui, Louis XIV se déplace avec ses trois reines. C'est vrai que dans le petit peuple, ça peut envoyer un mauvais signal, surtout que le roi est censé être très chrétien. Louis XV aussi, pareil, il y a eu des problèmes de mœurs qui sont évidents. Après, la question est toujours pareille. Il y a le roi en tant qu'homme privé, il y a le roi en tant qu'homme public. Que le roi se dévergonde en privé et que le grand public ne le sache pas, à la rigueur, c'est tant pis pour lui, c'est tant pis pour son âme, et il réglera ça à la fin de sa vie avec Dieu. À partir du moment où le public, ou ce qu'on a appelé de manière un peu brute, mais bon, en tout cas, c'est comme ça, l'opinion publique en a conscience, c'est vrai que ça peut envoyer un mauvais signal dans la population. Mais parler de décadence, non, je parlerais plutôt d'un système qui avait besoin d'ajustement institutionnel, qui avait besoin de corriger certains défauts et certains abus, mais il ne fallait pas non plus faire une table rase. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des gens, on a toujours un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a des révolutionnaires qui vous disent la monarchie, c'était nul, il fallait tout changer. Et puis de l'autre, on a des gens, enfin, on se demande quel livre d'histoire ils ont lu, la monarchie, c'était parfait, tout allait bien. Non, en 1789 et même avant, il y a quand même des vrais problèmes qui se posent et les questions n'ont pas été abordées correctement, si ce n'est sinon il n'y aurait pas eu la révolution. Donc que sous Louis XIV, Louis XV, il y a eu des signes où la monarchie devait connaître non pas une révolution, mais une évolution, c'est certain. Par contre, parler de décadence me paraît être un terme un peu fort et excessif. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. La révolution n'est-elle pas une conséquence justement de la mauvaise gouvernance des derniers rois? Alors c'est un tout en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que
ce qui est rigolo, c'est que la sœur du roi, lorsqu'elle passe au procès, le juge lui dit le tyran Louis, le tyran Capet. Et la sœur du roi répond mais si mon frère avait été un tyran, je ne serais pas là et vous non plus. Donc en fait, la première erreur, c'est que ce soit Louis XV et a fortiori plus Louis XVI, ils n'ont pas été capables justement de juguler la pression populaire ou la pression politique qui était face à lui. Ça, c'est la première chose. Quand les gens nous disent Louis XVI était un tyran, la monarchie, c'était l'arbitraire, la censure, etc. Si ça avait été autant l'arbitraire que cela, autant la censure que ce que ces gens-là disent, les encyclopédistes, les philosophes n'auraient pas pu publier leurs pièces de théâtre, leurs écrits, l'encyclopédie, etc. Donc en fait, le premier point, déjà, petite correction par rapport à certains qui voyaient la royauté comme une tyrannie. Non, ce n'était pas une tyrannie. La preuve, les contestations ont pu s'exprimer quasiment librement pendant quasiment tout le début de 1700 jusqu'à la Révolution. Après, il est clair qu'à partir du moment où Louis XVI se montre incapable, à la fois par sa faute et également parce qu'il était mal entouré et conseillé, qui se montre incapable de résoudre la crise politique, économique, voire même spirituelle et morale qui frappe le royaume, il est clair qu'à un moment donné, vous savez, l'histoire n'aime pas les perdants, la nature n'aime pas le vide, donc il est certain que Louis XV, mais surtout Louis XVI, porte une part de responsabilité dans la chute de la monarchie. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que Louis XVI ne porte pas la seule responsabilité. C'est qu'on a toujours tendance à lancer la pierre sur ce roi, mais il ne faut pas oublier qu'il avait des frères, que ses frères au moment de la Révolution n'ont pas toujours joué une bonne partition. Il avait également des conseillers qui n'ont pas forcément été pertinents dans leurs conseils et dans leurs remarques. Il avait également une épouse. Il avait également des ministres de l'économie, comme c'était aussi une crise économique. Donc, il est clair qu'un pouvoir qui perd la partie, qui perd le pouvoir, c'est qu'à de le dire, a forcément une grande part de responsabilité. Mais encore une fois, je ne jetterai pas la pierre sur Louis XVI. Dire que Louis XVI a commis des erreurs, qu'il a eu des hésitations, etc., c'est un fait. Mais très souvent, Louis XVI, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et c'est peut-être aussi la question suivante, c'est que malheureusement, depuis tout à l'heure, je parle de la force de l'institution. Et c'est vrai qu'à la veille de la Révolution, pour des raisons qu'on a déjà un peu dites et pour plein d'autres raisons, l'institution était un peu, oui, elle était un peu grippée, elle était un peu bloquée. Mais normalement, si Louis XVI avait été bien entouré, je pense qu'il n'y aurait pas forcément eu la Révolution. Je ne crois pas au caractère inéluctable de la Révolution. Petite parenthèse, je viens de finir un livre écrit par Jean-Clément Martin aux éditions Perrin, qui est intitulé L'exécution du roi. Et en fait, on s'aperçoit quand on lit son livre, enfin, je le savais déjà, mais en tout cas là, c'est vraiment détaillé, approfondi. Il démontre très bien que l'exécution du roi, elle n'était pas du tout inéluctable. Pendant de longs mois, pendant de longues semaines, les révolutionnaires se sont battus entre eux pour savoir, s'il fallait juger le roi, ensuite, comment il fallait le juger, et si on le jugeait, comment il fallait le juger. Exil, bannissement, exécution. Pour la royauté, c'est exactement pareil. La chute de la royauté, elle n'était pas du tout inéluctable. Il y avait des décisions à prendre, il y avait des décisions à ne pas prendre. Lorsque Louis XVI, par exemple, rappelle les parlements, c'est quelque chose de terrible parce que son principal conseiller lui dit j'avais fait gagner au roi une bataille qui durait depuis 200 ans, il veut la perdre, qu'il se débrouille. Donc Louis XVI a bien évidemment commis des erreurs, mais il faut dire aussi à sa décharge qu'il n'a pas non plus été très bien entouré et conseillé. D'accord. On est le 23 janvier, donc il y a peu, on a eu un écho de l'histoire au niveau des dates, comme vous le savez. Je veux savoir comment vous vivez, sans rentrer trop dans votre vie personnelle, j'imagine, en tant que royaliste, cette journée si particulière pour vous qui est la chute du roi et à savoir la disparition de Louis XVI. Eh ben, déjà, à titre personnel, le 21 janvier, au-delà d'aller à la messe pour le roi, je lis tous les 21 janvier, je lis le testament en famille de Louis XVI. Donc ça, c'est quelque chose de très important.
Et cette année, là où j'habite, malheureusement, il n'y avait pas d'hommage pour le roi. Mais traditionnellement, j'essaie toujours de me rendre à l'hommage pour le roi en déposant une gerbe soit à la Concorde, soit une place Louis XVI, X ou Y. Après, effectivement, c'est une journée très particulière parce que fondamentalement, et c'est là peut-être que on voit le travail qui nous attend, nous royalistes, c'est que pour la majorité des Français, c'est une journée comme une autre. Très peu ont conscience du drame qui s'est passé le 21 janvier 1793. Et c'est vrai que je ferai une conférence un jour là-dessus pour vraiment développer mon propos, mais lorsqu'on rend hommage le 21 janvier 1793, contrairement à ce que certains disent, c'est pas pour rendre hommage à un roi faible ou que sais-je, encore faut-il prouver qu'il fut faible, ce que je ne pense pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un roi qui a perdu la partie politique, mais à travers justement le 21 janvier, on rend aussi un hommage et également, on espère, on se tourne aussi vers l'espoir, l'espérance, parce qu'on est catholique, d'un retour de la monarchie. Vous savez, il y a le corps physique du roi, il y a le corps mystique de la monarchie. Donc, le 21 janvier, oui, on prie pour le repos de Louis XVI et également de la famille royale et de toutes les victimes de la Révolution, mais on n'oublie pas le corps mystique de la royauté qui perdure et qui vit en chacun d'entre nous, en tout cas, nous, les royalistes. Donc, c'est vrai que c'est une journée très particulière, surtout cette année avec le confinement à 18h. Je n'ai pas pu aller à la place Louis XVI à Nantes. C'est quelque chose que je ferai peut-être demain ou cet après-midi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une journée très particulière parce que, encore une fois, elle nous rappelle constamment le combat qui est le nôtre, qui est un combat à la fois spirituel, philosophique, politique, doctrinal, historique et culturel. Cette journée, en fait, ne doit pas être une journée où on pleure sur le roi Louis XVI. C'est important de rendre hommage, mais il est aussi important de comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons en République et la question qui est la nôtre, c'est comment devons-nous remettre le roi en France. Donc, le 21 janvier, oui, journée très particulière, mais elle doit être placée vraiment sous le signe de l'espérance, parce que dans les milieux de droite ou dans les milieux royalistes, il y a aussi très souvent, je le constate, je ne sais pas si vous partagerez cette idée, mais on est face très souvent à la sinistrose intellectuelle. Quand on lit beaucoup de médias de nos milieux, que ce soit des journaux ou des conférences, c'est très souvent négatif, c'est très souvent sombre. Il n'y a pas beaucoup d'espoir et d'espérance. Il n'y a pas beaucoup même de vitalité intellectuelle. Et c'est vrai que l'année prochaine, je me pose des questions pour organiser un hommage, pour un peu casser un peu cette idée de on pleure, on reste entre nous. Je pense qu'on pourrait faire de cette journée, avec le respect qui s'impose, on pourrait faire non pas de cette journée une journée de fête, mais une journée un peu plus combative et tournée vers l'avenir. Et à cet égard, est-ce que vous êtes assez critique d'autres mouvements royalistes? En fait, encore une fois, ce qui est très important, c'est que moi, je pars du principe que les questions sont doctrinales. Ce n'est pas des questions personnelles. Les questions personnelles empoisonnent trop la vie politique. Euh, c'est un mot issu du vocabulaire hip-hop, mais c'est vrai que les clashs entre les uns et les autres, je trouve ça vraiment enfantin, ridicule. On a d'autres priorités. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter la confrontation politique et doctrinale, mais il faut rester sur des considérations intellectuelles. Ce que je reprocherais au mouvement royaliste d'une manière générale, c'est un peu tout ce que j'ai dit depuis maintenant presque une heure que je suis avec vous, c'est la non prise en compte d'enseignements historiques et également la non prise en compte de ce que j'appelle le principe de réalité. Trop de gens vivent dans le fantasme, trop de gens prennent leurs croyances pour la réalité. Il ne faut pas partir des croyances personnelles qu'on a et les calquer sur la réalité. Il faut partir de la réalité pour bâtir justement un discours politique, factuel et objectif. Beaucoup de mouvements royalistes essayent, avec des faibles moyens, de faire connaître la royauté, et en cela, il faut leur rendre justice. Malheureusement, je pense qu'il faut à un moment donné changer de méthode si on veut passer d'une posture défensive et passéiste ou romantique à une posture, on va dire, plus offensive et conquérante. Il faut arrêter d'être dans le passé, il faut arrêter d'être dans la nostalgie. Moi, je suis comme vous, je travaille, j'ai une famille, tous les jours, je rencontre des collègues à mon travail qui ne sont pas royalistes, qui ne sont pas catholiques. Je ne peux pas être tourné dans le passé.
Il faut avoir les pieds sur terre, la tête dans le ciel, respectueux du passé et également tourné vers l'avenir. Mes deux principales critiques seraient celles-ci. Trop tourné dans le passé, trop passéiste et surtout ne pas prendre en compte la réalité. Après, on peut discuter, telle vidéo sur la forme n'est pas très bien faite, tel blog, tel site mériterait un peu plus de couleurs, de nouveautés, un peu plus le côté un peu plus punchy, dynamique. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais je pense que les royalistes aujourd'hui doivent être ancrés dans la réalité et tournés vers l'avenir. Il faut qu'on arrête les querelles qui sont incapacitantes. Je pense que d'une manière générale, les milieux royalistes ou les milieux de droite sont trop traversés par des courants de pensée idéologiques qui ne peuvent pas les amener à réfléchir sereinement. Le passéisme, franchement, c'est une plaie. Le romantisme en politique également. Et puis, alors je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le propos, mais également le complotisme. C'est vraiment insupportable. Ouais, je suis très d'accord. Quelle forme de monarchie, enfin, d'application de la monarchie préférez-vous dans l'histoire de France? Bah, le vrai modèle aujourd'hui qui est facile et classique, c'est la monarchie de Saint-Louis, avec un roi très chrétien, avec un roi qui aurait pu même devenir moine tellement il était pieux. Je pense qu'il faut retrouver aussi en politique la vertu, vraiment la vertu de la simplicité. Trop de gens, alors en disant ça, je ne vais pas être populaire, mais peu importe, un intellectuel ne doit pas être populaire, il doit dire la vérité, il doit récuser les modes et les précorations oratoires, mais je pense que la monarchie de Saint-Louis, c'est vraiment l'idéal à atteindre. Je ne dirais pas que c'est la perfection, parce que la perfection n'existe pas ici-bas, mais la monarchie de Saint-Louis est vraiment très, très intéressante. Et puis, en fait, il y a plein de rois de France, il y a beaucoup de rois de France qui peuvent être des modèles. Philippe Auguste, Louis XIII, Louis XIV. Mais ce qui est vraiment important de comprendre avec l'exemple de Saint-Louis, et ce qui fait aussi le caractère constitutif de la France, c'est l'essence catholique. Trop souvent, c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire à l'école maurassienne et à Charles Maurras, c'est de se servir du catholicisme comme un vecteur social, comme un espèce de projet d'ingénierie sociale. Il faut que la société ait une religion, donc c'est le catholicisme. Je pense que le catholicisme doit être vraiment vécu au quotidien, et Saint-Louis l'a vraiment vécu au quotidien. C'est très, très, très. Enfin, quand vous lisez des biographies de Saint-Louis, celle de Joinville, celle de Le Goff, enfin, il y en a même celle de Philippe de Villiers qui est très intéressante sur beaucoup d'aspects, quoi qu'on pense du personnage et de ses limites intellectuelles et doctrinales, et également son incapacité à débattre et à conférer, mais c'est vraiment un homme de l'écrit, Philippe de Villiers. Mais quand on lit quand on lit des biographies de Saint-Louis, on s'aperçoit vraiment de l'humanité du roi. C'est vraiment le modèle qu'on pourrait avoir aujourd'hui, de cet homme qui lavait les pieds des pauvres. D'ailleurs, tous les rois de France, jusqu'à Louis XIV, vont procéder également au lavement des pieds le jeudi saint. Le toucher des écrouelles, etc. Donc, la monarchie de Saint-Louis, elle peut vraiment être un modèle pour nous. Mais, encore une fois, il faut être conscient du monde dans lequel on est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez de catholicisme aux gens, très souvent, les gens vous regardent bizarrement. Quand je parle avec certains de mes collègues, quand je leur dis que tous les dimanches, je vais à la messe et c'est comme ça depuis 39 ans, les gens vous regardent avec des grands yeux. Alors, si vous commencez à rentrer dans le toucher des écrouelles, les gens vont vous prendre pour un mystico-dingo. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup de prudence et de pédagogie quand on parle à son interlocuteur, et de toujours comprendre d'où vient votre interlocuteur pour pouvoir l'amener progressivement là où vous voulez l'emmener. Et c'est vrai que lorsqu'on voit l'histoire, la monarchie de Saint-Louis est vraiment un modèle très beau, très important, très noble. C'est un roi justicier, c'est un roi qui avait un grand souci de justice, c'est un roi qui avait aussi ce côté chevaleresque, ne pas hésiter à prendre l'épée pour garantir la justice. Aujourd'hui, trop d'individus n'osent pas mettre leurs idées en action, alors que Saint-Louis et beaucoup de rois de France ont justement été capables de prendre le fer ou le cheval
pour imposer leurs idées, leurs volontés quand cela était nécessaire. Du coup, deux questions. La première, c'est au final, quel est votre roi favori? Et à l'inverse, quel est le roi que vous aimez le moins dans l'histoire de France? Alors, alors, des rois favoris, j'en ai plusieurs. Après, si je devais en citer un, ça serait forcément Saint-Louis ou Louis XIV, même si on peut également citer Hugues Capet, qui est vraiment, parce que les Capétiens sont quand même la colonne vertébrale de la France, et Hugues Capet qui a eu le génie de s'imposer comme roi et également de faire couronner son fils de son vivant et d'instaurer en fait cette succession et cette légitimité dynastique. Donc oui, Hugues Capet, Saint-Louis, Louis XIV. Après, les rois avec lesquels j'ai un peu de difficulté, ça serait par exemple Henri IV. Je sais qu'Henri IV est très bien vu par l'école républicaine. Bon, ça peut aussi poser problème. Vous voyez, quand quelqu'un est bien vu par l'ennemi, c'est comme les médias. Quand les médias disent beaucoup de bien d'une personne, voilà, il faut se poser des questions. Henri IV me pose problème avec toutes ces abjurations successives. Là aussi, le comportement, on parlait tout à l'heure de Louis XV des mœurs, avec le problème de mœurs. Donc oui, Henri IV est un roi qui n'entre vraiment pas dans mon panthéon, mais pour rester sur une note positive, oui, Hugues Capet, Saint-Louis, Louis XIV, à la fois pour cette vision à long terme, et puis surtout, quand on regarde de près et en toute honnêteté, la France que les gens aiment, c'est la France de Louis XIV, voire même un peu aussi la France de Napoléon, mais la France du grand siècle, c'est quelque chose d'énorme. La musique, Lully, Vauban, Mansart, Le Nôtre, Versailles, tous ces poètes, La Fontaine, de génie, tous ces grands orateurs, Bossuet, Massillon, Mabillon, tous ces grands hommes d'église, c'est à cette époque-là que la langue française est la mieux parlée, la mieux écrite. Le règne de Louis XIV est quand même très souvent, même si dans l'historiographie on l'appelle le grand siècle, je pense que pour nos contemporains et même pour les gens de droite au sens large du terme, le règne de Louis XIV est quand même malheureusement sous-coté. Les gens n'ont pas conscience du degré de civilisation qu'on avait atteint, que ça soit en musique, en littérature, en architecture, enfin vraiment dans tous les domaines. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Louis XIV, c'est que Louis XIV s'est entouré des meilleurs dans tous les domaines. Un peu comme Auguste en son temps. Il y a un beau poème qui disait et l'on peut comparer sans craindre d'être injuste le siècle de Louis, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Voilà, quelque chose comme ça. Le beau siècle de Louis au siècle d'Auguste. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de France sous le grand siècle, c'est prodigieux ce qu'ils ont fait aussi bien, je vous dis, pour le traçage des routes, des canaux, puis même la pureté de la langue. Quand on voit les textes écrits à l'époque, c'est quelque chose de prodigieux. Même la peinture ou la musique, quand le président de la République il parle le dimanche soir à la télé à 20h, c'est une musique composée sous la monarchie qui est mise en introduction de son intervention. Donc, le siècle du XIV, malheureusement, est très souvent décrié pour de mauvaises raisons, je trouve, mais il est surtout, malheureusement, vraiment méconnu et sous-coté. Vous avez dit que Louis XIV s'entourait des meilleurs. Il y a un autre personnage de l'histoire qui aussi s'entourait des meilleurs, c'est Napoléon. En tant que royaliste, comment justement, puisque avec les bonapartistes, vous êtes souvent un petit peu, vous avez des liens de cousinage, comment vous le voyez Napoléon justement en tant que royaliste? Écoutez, René, pour rien vous cacher, sur mon bureau, j'ai deux bustes. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Voilà, Louis XIV et Voilà. Napoléon. Donc en fait, non, moi je suis royaliste pur et dur. Par contre, j'ai l'intelligence, en tout cas je pense avoir l'intelligence de reconnaître le génie d'où qu'il vienne. Et Napoléon est un génie de la politique. C'est un génie militaire, c'est le code civil, c'est 40 ou 50 batailles rangées gagnées, une œuvre sociale, civile, judiciaire, institutionnelle qui est réellement impressionnante et prodigieuse. Le franc or, la Banque de France, le baccalauréat, les préfets. Napoléon, oui, moi j'aime beaucoup Napoléon. C'est un secret pour personne. Je l'ai toujours aimé, je l'apprécierai toujours. Après, effectivement, ce n'est pas une monarchie légitime.
Ça a fini par la défaite et l'invasion du territoire par 2 fois. Mais aujourd'hui, pour moi, la question n'est pas de savoir si Napoléon a été un grand homme ou un génie. Je pense que c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais c'est surtout de défendre notre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que parfois les royalistes ont des combats derrière-garde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, c'est l'année 2021. C'est une année Napoléon par excellence, parce qu'on célébrera cette année le bicentenaire de sa mort le 5 mai. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de défendre notre histoire. Que les royalistes me disent oui, à l'époque, je n'aurais pas soutenu Napoléon pour plein de raisons. Moi, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, quand on a quelqu'un de politiquement ou sur le plan culturel ou artistique, pardon de parler comme ça, mais qui dégueule ou vomit sur Napoléon, en tant que Français, on doit défendre notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Après, qu'on ne se revendique pas de cette école de pensée, moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, à titre personnel, je ne me considère pas comme bonapartiste, même si, comme disait Barrès, Napoléon est un professeur d'énergie. Il y a quelque chose de chez Napoléon. Hegel parlait de l'esprit du monde, Chateaubriand parlait du plus puissant souffle de vie qui a animé la Terre. Donc moi, j'ai aucun problème à aimer Napoléon et j'ai aucun problème à dire que je ne suis pas du tout pour une restauration bonapartiste, parce que les principes de la monarchie bonapartiste ne me conviennent pas tout à fait. Par contre, je trouve ça injuste sur le plan intellectuel que beaucoup de personnes du milieu ne reconnaissent pas le génie de Napoléon. Ça, c'est quelque chose qui me choque et pour moi, ça frise la malhonnêteté intellectuelle. C'est comme dans l'histoire, il y a eu d'autres génies, on a le droit de ne pas les aimer, on a le droit de ne pas reconnaître et d'apprécier leur œuvre parce que peut-être parfois c'était des ennemis de la France ou ils étaient aussi dans notre pays, mais moi je reconnais l'intelligence et le génie quelle que soit la couleur politique ou la religion. Quand vous prenez certains textes religieux de certains penseurs d'autres religions, bah oui, c'est vrai que c'est très très beau, c'est bien écrit, il y a des pensées profondes. Mais encore une fois, moi, je récuse toujours toutes ces histoires d'étiquettes. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Que Napoléon n'ait pas été un monarque légitime au sens du légitimisme politique, oui, très bien, admettons. Par contre, ne pas reconnaître qu'il ait été un génie sur le champ de bataille, etc., ça, c'est un pas que je ne franchirai jamais parce que c'est malhonnête sur le plan historique. Après, en tant que royaliste, je n'ai aucun problème à dire que j'aime beaucoup Napoléon. Et j'ai aucun problème dans les salons du livre napoléonien ou lors de reconstitutions napoléoniennes, je n'ai aucun problème à dire que je suis royaliste et que je me reconnais beaucoup plus dans le sacre de Reims que dans la cérémonie de Notre-Dame du 2 décembre 1804, même si ça devait être une cérémonie grandiose et exceptionnelle. D'accord. Alors, là, je vais vous poser une question. On en avait un petit peu parlé tout à l'heure au début, mais plus par rapport à De Gaulle. En fait, la restauration monarchique, elle a déjà été tentée et elle avait échoué dans un pays qui était encore relativement conservateur et très majoritairement catholique. À partir de ça, comment pourrait-elle réussir aujourd'hui dans une société beaucoup plus progressiste et déchristianisée? Bon, alors je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, mais vous posez. Bon, je suis très content d'avoir accepté cet entretien. Vous posez beaucoup d'excellentes questions. Merci beaucoup. Alors, je voudrais faire un rappel historique très rapide. Bon, 1814-1815, deux défaites impériales, comme vous le savez. Louis XVIII revient au pouvoir. Il y a un livre qui est très intéressant. D'ailleurs, j'étais en discussion avec lui cette semaine pour un projet, enfin bref, mais Emmanuel de Varesquiel a écrit un livre, a fait beaucoup de conférences sur la restauration. Et en fait, sa thèse est la suivante. Je la résume, hein, il le dira sûrement mieux que moi et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Il dit que la restauration en 1815 n'est qu'une restauration dans les mots. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend les faits, il faut toujours, en histoire et en politique, il faut se baser sur les faits, fondamentalement, ce n'était pas une restauration pour la simple bonne raison que beaucoup d'idées de la Révolution étaient validées soit par le peuple, soit par les élites. Les ultras, ce qu'on appelait les ultras dans un deuxième temps, on va dire les royalistes intégristes, mais au sens d'intègre, ou d'ultra au sens
ouais, de maintenir la doctrine, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, n'était pas, alors certes, ils étaient peut-être majoritaires à la Chambre à un moment donné, mais n'étaient pas forcément majoritaires dans le pays. Donc en fait, pour commencer, enfin, avant de répondre à votre question, pour commencer, je dirais qu'en 1815, le pays n'était pas forcément beaucoup plus conservateur que ce qu'on peut laisser entendre, mais surtout, les idées nouvelles, elles avaient gagné. Il faut dire ce qui est. L'égalitarisme, la vente des biens nationaux, vous savez ce que c'est, hein, tous ces biens de l'Église qui ont été vendus à la Révolution, ça a été accepté, validé par Napoléon Ier. Louis XVIII n'est pas revenu là-dessus. Donc, les idées nouvelles à l'époque sont en place. Il suffit d'ailleurs de savoir que lorsque Louis XVIII revient au pouvoir, il est obligé de discuter avec Fouché et Talleyrand pour la mise en place d'une charte dans laquelle il y a une espèce de jeu du chat et de la souris où le roi de France, le roi de France est obligé de signer un papier ou d'accepter une charte. Alors oui, la formule c'est oui, nous octroyons librement la charte, mais dans les faits, accepter une charte, alors on se rapproche pas de la monarchie anglaise, mais disons que le verre était déjà dans le fruit et on voit bien que cette restauration qui en était n'en est pas une, comme vous l'avez très bien dit, elle a échoué parce qu'en 1830, elle est balayée par une petite révolution bourgeoise et d'étudiants parisiens en mal de sensations fortes. Par contre, là où vous avez raison, et ça, il faut vraiment être clair là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, notre société, la France n'est plus un pays chrétien. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais peu importe, je ne vais pas le savoir. En tout cas, moi, je suis catholique romain. Donc, la société française n'est plus chrétienne. La France n'est plus un pays chrétien. Il faut le dire. Ça reste un pays avec une tradition chrétienne très forte, mais les institutions de la France ne sont plus malheureusement chrétiennes. Le personnel politique, médiatique, la caste intellectuelle, entre guillemets, n'est plus chrétienne. Donc, effectivement, là-dessus, vous avez raison. Donc, la France n'est plus chrétienne. Le peuple aujourd'hui, fondamentalement, et c'est un peu la difficulté qui est la nôtre dans le camp français, c'est que fondamentalement, les gens de notre époque, même si le système marche mal, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, le système marche encore trop bien pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, en France, vous pouvez vous faire soigner les dents, les yeux, vous avez l'appendicite, vous allez en urgence à l'hôpital, on vous opère. Oui, notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Notre pays subit un déclassement au niveau mondial, international. Il suffit de voir les conférences internationales, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron. Ils ne sont même pas respectés par les autres présidents, ils leur tournent la tête, parfois ils ne leur serrent même pas la main. Donc, il faut avoir conscience d'une chose que parfois les gens oublient, c'est que la France n'est plus un pays, la France malheureusement n'est plus un pays chrétien ou catholique, et les gens fondamentalement, ils aiment la société dans laquelle on vit. Je veux dire, et ça c'est un vrai problème. Alors oui, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la société dans laquelle on vit, parce qu'on s'aperçoit que, notamment l'année dernière avec le confinement, il y a eu un retour sur soi, sur les valeurs familiales, il y a eu un retour au localisme, aux produits sains, aux produits agricoles, aux paysans, à l'artisan de chez nous. Mais vous posez une vraie question qui est la difficulté qu'est la nôtre de restaurer une monarchie dans un pays qui n'est plus chrétien et dans un pays qui en plus ne connaît plus ou pas ou mal son histoire, avec également un autre point qui, moi, me dérange beaucoup, et c'est un peu le sens de mon combat, avec aussi un camp politique de droite qui est fondamentalement acquis aux idées nouvelles, qui sont les idées de la démocratie, de la République. Donc, effectivement, les difficultés que nous avons en face de nous sont quand même très, très importantes. C'est pour ça que le travail qui doit être le nôtre doit être un travail pédagogique, doctrinal et historique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si demain, on appuie sur un bouton et le roi de France est à l'Élysée ou à Versailles, je pense qu'il ne pourrait pas diriger le pays. Il y aurait les syndicats, les forces de gauche, les médias, etc. Donc le travail qui doit être le mien et qui est le nôtre à nous royalistes, c'est justement de convaincre de plus en plus de Français de revenir à la religion catholique et surtout amener les Français à cet éveil et à cette conscientisation politique que l'avenir de la France passera nécessairement par un retour à la monarchie ou à la royauté, sinon elle disparaîtra. D'accord.
En tout cas, merci pour cette réponse qui était très, très intéressante et enrichissante. Euh, En tant que catholique, est-ce que vous suivez encore les instructions de l'Église de Rome? Alors, c'est une bonne question qui est une question difficile parce qu'elle amène à de, elle amène des conséquences assez importantes. À mon tout petit niveau, je suis fidèle à l'Église catholique romaine, au sein de laquelle je suis né il y a maintenant quasiment 39 ans. J'ai été baptisé j'ai été baptisé très jeune en Afrique, très très jeune. Enfin bref, donc si vous préférez, moi je reste fidèle à ce que j'ai reçu, à ce que j'ai appris. D'ailleurs, je reste fidèle au magistère constant de l'Église catholique. Je reste fidèle à tous ces grands docteurs, à tous ces pères de l'Église et à tous ces éminents papes qui ont maintenu et défendu la doctrine catholique contre vents et marées, envers et contre tous. Après, aujourd'hui, c'est vrai que la situation actuelle, et même intellectuelle, hein, j'ai mangé le mot, mais la situation est quand même très difficile pour nous, catholiques romains, avec un clergé en France qui est vieillissant, qui est littéralement en perte de vitesse, et qui là aussi est également très, 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 et vous pouvez en mettre encore 20, épris des idées nouvelles. Donc, notre position aujourd'hui, à nous, catholiques et royalistes, elle est difficile, comme vous le voyez bien. C'est-à-dire qu'on est royaliste, alors pour certains, il y a un roi, pour d'autres, il a à venir, mais en tout cas, on est royaliste, en tout cas, en tout cas, il y a quand même une déficience, en tout cas, c'est clair, quoi qu'en disent certains légitimistes. On est catholique, alors que toute la société est anticatholique et que même une bonne partie du clergé est hostile au catholicisme strict. Donc voilà, c'est une réelle difficulté. Par contre, ce qui est aujourd'hui important dans une démarche intellectuelle et de reconquête, comme toujours, ça ne me dérange pas de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Comme disait l'apôtre Paul dans les Épîtres, il faut dire la vérité à temps et à contre-temps. Mais encore une fois, lorsqu'on dit la vérité, il n'y a pas besoin d'être argotique, il n'y a pas besoin d'être excessif, il n'y a pas besoin d'être méchant, il n'y a pas besoin de tomber dans la calomnie, les insultes, etc. Le problème d'aujourd'hui, dans une large mesure, c'est que beaucoup de catholiques, lorsqu'ils parlent de certains sujets liés à l'Église catholique, peuvent tomber dans ces travers. Et je trouve que c'est dommage parce que ça cache et ça parasite le discours de fond. Nous devons être fidèles à l'enseignement de l'Église catholique. Il y a des vrais problèmes aujourd'hui au Vatican. On le voit constamment, que ce soit sur les mœurs, que ce soit sur la doctrine, que ce soit par des prises de parole, etc. Par contre, vigilance. Vigilance parce que très souvent, on fait dire à des hommes d'église ce qu'ils n'ont pas forcément dit dans leur intervention. J'ai plein d'exemples en tête, mais c'est vrai que le Bergoglio, très souvent, on lui fait dire des choses qu'il ne dit pas. Il y a un livre très intéressant d'Yves Chiron qui s'appelle François-phobie. Et alors, dans ce livre, en fait, il démontre une chose, c'est très intéressant. Plusieurs fois, on a accusé Bergoglio de dire certaines choses. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, il a fait un vrai travail de journaliste, hein, de chercheur, un travail scientifique. Il est allé voir le texte original. Donc, il montre dans son livre, hein, il montre le texte original, il montre le texte de la presse. Donc, déjà, il y a des différences. Et ensuite, il montre le texte des catholiques qui réagissent à l'événement. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on prend le texte du journaliste ou le texte des catholiques qui critiquent telle position réellement ou pas réellement prise par Bergoglio, on s'aperçoit qu'il y a des écarts énormes avec la vérité. Donc, bien évidemment, il faut toujours être prudent. Et là, encore une fois, on sait très bien que les médias en général sont quand même plutôt hostiles au catholicisme. Donc, il faut toujours faire attention lorsqu'on dit tel homme d'église dit ceci, dit cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites malheureusement par les hommes d'église, mais il faut quand même être très prudent lorsqu'on se permet de faire une critique. Il faut vraiment aller à la source et à la confrontation des sources. Mais encore une fois, quoi qu'il se passe à Rome, il faut continuer à être catholique. Voilà. C'est-à-dire faire sa prière le matin, faire sa prière le soir, avant de déjeuner, le bénédicite avant le déjeuner, les grâces à la fin du repas, réciter le rosaire
tous les jours ou au minimum le chapelet, se former sur la doctrine de l'Église. La situation vit l'Église n'est pas facile, mais ce n'est pas en étant outrancier ou en étant excessif qu'on va régler la solution. Donc, vous n'êtes pas séduit par ce courant sédévacantiste de catholiques qui ne suivent pas les instructions de l'Église de Rome. Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux choses. Très souvent, ces gens-là soulèvent, alors, enfin, une fois qu'on a écarté les délires, les mensonges, les manipulations, etc., très souvent, ces gens-là soulèvent de vraies questions, questions que moi-même, je reconnais que je pose. Par contre, c'est plutôt les réponses proposées qui peuvent poser problème. Après, moi, je n'ai pas à me définir comme c'est des vacantistes ou pas. Moi, je me définis comme ma mère m'a appris à me définir, c'est-à-dire, voilà, je me définis comme catholique romain. Mais après, vous comprendrez très bien, par rapport à la réponse que je viens de vous faire, que j'ai des réserves, voire même beaucoup plus, à l'égard de Bergoglio. Hmm. Euh, on sait que la France, et vous avez fait écho à ça, a évidemment des racines chrétiennes, même si aujourd'hui ça reste quelque chose d'un petit peu difficile elles sont plus aussi solides qu'autrefois. Je voulais savoir à l'échelle du continent européen, est-ce que vous estimez qu'il est chrétien et est-ce qu'on peut parler de même d'avoir des échos de civilisation dedans sur ce continent? Des échos de On pourrait parler de civilisation chrétienne? Ah bah, oui, oui, il est clair que l'Europe, que l'Europe est chrétienne. L'Europe qui a dominé le monde, l'Europe qui a façonné les idées, l'Europe qui inspire, l'Europe qui a dominé, qui a conquis le monde, c'est une Europe oui, qui est chrétienne et même disons-le clairement, monarchique. Qu'avant l'apparition du christianisme, il y a eu des formes de spiritualité, personne ne va dire le contraire, hein, ça serait encore une fois faire du négationnisme historique, mais l'Europe qui a donné sa pleine puissance, l'Europe qui a donné sa pleine oui, maturation à des idées intellectuelles, scientifiques, etc., bien évidemment, elle est chrétienne. Quand vous prenez aujourd'hui les grandes découvertes scientifiques, une très grande majorité est l'œuvre de scientifiques chrétiens. Bien évidemment qu'il y a eu il y a eu avant des philosophes athées ou même des scientifiques païens de très grandes volées, de très haute volée, de très grande stature. Personne ne le conteste. Hein. Ératosthène, Pythagore, Platon, Aristote, Socrate, etc. Enfin, c'est des génies intellectuels. Personne ne va dire le contraire. Mais c'est vrai que sur le plan intellectuel, l'Europe, en tout cas, l'Europe que le monde nous envie, c'est une Europe, oui, c'est l'Europe monarchique et chrétienne. Alors peut-être pas qu'elle nous envie, mais en tout cas, l'Europe qui a imposé sa domination au monde, oui, elle est clairement monarchique et chrétienne. Après, il est vrai que certains, ça ce que je ne crois pas, certains diront que s'il y avait eu un autre système de pensée, ou pour être très clair, s'il y avait une autre religion en Europe, on aurait eu les mêmes résultats. Je ne le pense pas. Je pense vraiment que la, l'essence chrétienne permet de façonner les esprits d'une telle façon que cela a permis tout oui, cet élan intellectuel et scientifique. Enfin, quand vous prenez les grandes découvertes, même astronomiques, quand les gens vous disent les chrétiens sont opposés à la science, enfin, franchement, c'est une vaste fumisterie, c'est une vaste blague. Enfin, Copernic, Galilée, Kepler, etc., c'était des chrétiens, hein. C'était pas des athées. Hein. Newton, Leibniz, etc. C'était pas des païens ou des musulmans ou ou des juifs ou des bouddhistes. Hein. C'était des chrétiens. Hein. Je veux dire, Newton, au même titre que Leibniz ou Pascal, qui sont pour moi des génies universels, c'était des chrétiens. Pascal était même, j'ai une grande vénération, enfin j'ai un très grand respect, pas vénération, j'ai un très grand respect pour Pascal qui est vraiment un génie. Pascal était chrétien, Pascal était catholique romain. Donc moi je veux bien qu'on dise beaucoup de choses. Je veux bien qu'on dise l'Europe chrétienne monarchique, il y a eu telle chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas été, mais oui, dans l'ensemble, l'Europe est chrétienne et même monarchique, au sens que, grosso modo, de la fin de l'Empire romain jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Europe est à très grande majorité chrétienne et monarchiste.
Ça ne veut pas dire qu'au XIIe ou XIIIe siècle, il n'y ait pas eu des îlots républicains ou aristocratiques comme à Venise ou même à Florence. Hein. Mais à un moment donné, quand on parle d'une civilisation, il faut quand même se baser sur la majorité et de la chute de l'Empire romain, enfin, grosso modo, de Clovis, si on part de cette date-là, enfin, du 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la majorité de l'Europe est chrétienne et monarchiste. Enfin, c'est un fait. Enfin, je ne vois même pas comment des gens peuvent remettre en cause cela. Par contre, il ne faut pas non plus dire comme certains qu'avant l'arrivée de Clovis ou de l'Europe chrétienne, qu'avant c'était le néant et le désert. Ça, je ne tomberai pas non plus là-dedans. Ça, c'est complètement délirant aussi. Bon, alors, dernière question. Comment est-ce que vous voyez le futur pour la France et pour la civilisation? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France et le continent européen sont traversés par des forces de destruction massive, hein, disons-le clairement, et sans une prise de conscience à l'échelle française ou à l'échelle européenne, il y a un risque important d'une submersion à la fois migratoire et d'une disparition de la France et de l'Europe en tant que telle. Donc, il est évident qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et encore une fois, cette prise de conscience, elle ne passera pas par un discours passéiste, par un discours romantique ou par un discours complotiste ou fantasmagorique. Aujourd'hui, il y a trop de gens, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui sont négatifs. Notre France et même notre continent, donc l'Europe, a énormément, enfin les deux ont énormément de ressources. Les deux ont énormément de ressources. Il faut arrêter de croire que notre continent ou notre pays sont finis. Il faut vraiment redonner espoir aux gens, il faut vraiment redonner de l'espérance. C'est-à-dire qu'avant même d'envisager des questions doctrinales, même si la question de la religion chez moi, elle est très importante, comme vous l'avez parfaitement compris, mais je pense que le principal enseignement de cet entretien, s'il devait en avoir un, c'est que tout au long de notre histoire, nous avons déjà été menacés de disparition et de la défaite totale, plusieurs fois. Et à chaque fois, je ne vais pas dire par miracle, mais à chaque fois, notre pays s'en est sorti. Donc, il est important, justement, cet enseignement, de faire comprendre aux gens que tout n'est pas perdu. Il y a trop de lectures, trop d'ouvrages qui sont défaitistes dans nos milieux. Donc, pour répondre à votre propos, voilà, je ferai une réponse en deux temps. C'est-à-dire que oui, il y a une situation qui est vraiment catastrophique, mais d'un autre côté, notre pays a des ressources, notre continent a des ressources. Tout dépend de comment nous entendons prendre le taureau par les cornes. Est-ce que nous voulons nous apitoyer sur notre sort? Est-ce que nous voulons rester négatifs? Il est méchant, il est difficile, notre adversaire est... Non. Moi, à titre personnel, je suis fatigué du discours défaitiste et de pleurniche dans le milieu. Vous voyez, quand j'ai eu cette discussion avec un collègue de travail que je salue, qui est d'origine congolaise, il me parlait du racisme anti-noir en France. Puis après, j'ai parlé avec un autre collègue et lui, il me parlait du racisme anti-blanc en France. Franchement, les deux, je les ai envoyés dos à dos. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas marre dans une posture de victime. Racisme anti-noir en France. Mais j'ai dit, tu rigoles ou quoi? Tu as vu l'état de notre pays? Tu as vu le nombre d'étrangers qui sont à la tête d'émissions de télévision, d'entreprises ou même dans le personnel politique? Et quand j'entends des blancs qui parlent de racisme anti-blanc, mais arrêtez d'être des victimes, sortez de la pleurniche. C'est vrai, enfin, on reproche toujours à une certaine communauté de passer son temps à pleurer sur des événements qui ont eu lieu, pour lesquels nous, on n'a rien à voir, hein, français, lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous faites pareil. Donc, il faut vraiment sortir du défaitisme et sortir de cette culture du complotisme et de la pleurniche. Tant qu'on n'évacuera pas ces trois plaies, le complotisme, la pleurniche, le défaitisme, on ne pourra pas être capable d'embrasser notre mission et de jouer notre rôle, c'est-à-dire celui de sauver notre civilisation. Donc, haut les cœurs, la France en a vu d'autres, et à titre personnel, je suis intimement convaincu, je ne sais pas encore comment, mais que la France et l'Europe trouveront les ressources pour ne pas subir un déclin que certains nous prophétisent depuis déjà de longues années.
Merci beaucoup, Franck Abed, pour nous avoir consacré ce temps. Pour quelqu'un qui vous découvre à travers cette vidéo, comment on peut vous aider? Comment on peut vous contacter, vous rejoindre sur Internet? En fait, voilà, ceux qui veulent m'écrire, faudra écrire à franck.auteur@gmail.com. J'ai une chaîne YouTube, vous tapez Franck Abed dans YouTube, vous me trouverez. Et j'ai un blog aussi, vous tapez Franck Abed dans Google, vous le trouverez, où je publie mes articles et mes vidéos. Mais voilà, juste pour terminer, l'importance de la lecture et de la formation, en plus de l'état d'esprit conquérant qui doit nous animer, la formation alors religieuse, j'espère, mais également la formation doctrinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci.